Beijing vole la mer de Chine méridionale. Depuis des siècles, ces eaux sont menacées par des effusions de sang et des désaccords. Et en 2013, le gouvernement chinois a envoyé d'énormes navires pour déchirer le fond marin et créer des îles artificielles où des complexes militaires seraient finalement construits. Cela ne serait que la première étape de l'expansion du pouvoir de Beijing en mer de Chine méridionale. Mais maintenant, ce que la Chine voyait comme une solution ingénieuse pour s'emparer du contrôle de cette voie navigable importante pourrait finir par être un désastre pour eux. Les îles artificielles où se trouvent d'énormes pistes d'atterrissage, des canons anti-navires et des missiles de croisière commencent maintenant à sombrer de nouveau dans l'océan. Alors, comment Beijing a-t-elle pu faire de telles erreurs de calcul coûteuses dans ses plans pour sécuriser la mer de Chine méridionale? Qu'est-ce qui provoque le naufrage des îles? Et y a-t-il quelque chose que la Chine pourrait faire pour sauver ses bases militaires de la chute dans l'océan? En 2013, des navires chinois ont commencé à draguer les récifs coralliens, grouillant de vie dans la partie orientale de la mer de Chine méridionale. Cela a été fait pour renforcer la position de la Chine sur les eaux contestées de la région. En construisant 7 îles artificielles d'une superficie cumulée d'environ 3000 acres près des îles Spratly, entre le Vietnam et la République des Philippines, la Chine a pu sécuriser les ressources et contrôler les voies navigables dans la région. Les récifs et le fond marin ont été pulvérisés pour générer les matériaux nécessaires à la création des îles artificielles et des structures militaires qui ont été construites sur elles. Et cela signifiait déplacer d'énormes quantités de matériaux. En fait, on estime qu'un seul dragueur chinois, le Tianjin, a déplacé à lui seul 4500 mètres cubes de matériaux chaque heure. C'est suffisant pour remplir 2 piscines olympiques de corail broyé, de sable et de roches. Mais pourquoi la Chine s'est-elle engagée dans des pratiques aussi dommageables et destructrices? Qu'est-ce qui est si important à propos de la mer de Chine méridionale? Il y a en fait plusieurs raisons pour lesquelles la Chine veut si désespérément contrôler la région, et elles peuvent toutes être regroupées en l'une des 3 catégories. La première est l'importance économique de la mer de Chine méridionale. On estime qu'un tiers du total des expéditions mondiales passe par la mer de Chine méridionale. C'est vrai. Chaque fois que vous achetez quelque chose sur Amazon, fabriqué en Chine ou dans un autre pays d'Asie du Sud, il y a de bonnes chances qu'il passe par la mer de Chine méridionale en route vers votre maison. Et c'est une énorme somme d'argent. Environ 5,3 milliards de dollars de biens et de ressources sont transportés à travers CSO chaque année. La rentabilité de cette voie navigable provient de son rôle principal pour la traversée entre les océans Indien et Pacifique par les navires. Et ce passage devient de plus en plus important car le commerce entre l'Afrique et la Chine augmente chaque année. La Chine comprend que celui qui domine cette région du monde contrôle aussi les économies et les gouvernements dépendants du transport de marchandises via la mer de Chine méridionale. La cargaison qui traverse le détroit de Malacca et entre dans la mer de Chine méridionale est principalement composée de pétrole, de minéraux, de métaux, de nourriture et de biens manufacturés. Au total, plus de 60% du commerce mondial passe par l'Asie. Et bien que tout ne passe pas par la mer de Chine méridionale, un grand pourcentage le fait. La Chine comprend qu'une perte de contrôle de cette voie navigable en conflit serait dévastatrice pour son économie et sa puissance. En contrôlant la mer de Chine méridionale, Beijing peut s'assurer que sa production économique reste sans entrave et que les ressources continueront à affluer à ses frontières. Puis, il y a une deuxième raison pour laquelle la Chine veut si désespérément contrôler cette étendue d'eau qu'elle a construit des îles artificielles là-bas, et c'est l'avantage militaire que cela leur donne. En plus de l'importance économique de SSO, l'importance stratégique est également un facteur clé dans la décision de Beijing de déchirer le plancher océanique et de construire des installations militaires. Depuis des décennies, Manille et Beijing se sont confrontés sur qui contrôle la mer de Chine méridionale, et lorsque les tribunaux internationaux se prononcent occasionnellement contre les tendances expansionnistes chinoises, Beijing les ignore simplement. La Chine a militarisé la mer de Chine méridionale en y déployant de plus en plus de navires de guerre, mais aussi en allant plus loin et en construisant des installations militaires entières sur leurs îles artificielles, des îles qui se situent à moins de 200 miles de l'île philippine de Palawan. En cas de conflit armé, Beijing aurait besoin d'un accès sans entrave à la mer de Chine méridionale pour déplacer ses forces afin de contrer toute agression. Et ce à quoi la Chine se prépare vraiment, c'est un conflit avec les États-Unis. Les tensions ont monté à cause de l'approche agressive de la Chine pour incorporer Taïwan dans ses frontières. Et bien que la nation insulaire ne soit pas entièrement dans la mer de Chine méridionale, Beijing aurait toujours besoin de contrôler la région pour déplacer les navires de guerre et les forces à des endroits clés. Les îles artificielles offriraient également un énorme avantage stratégique puisque la Chine pourrait surveiller de plus près
et envoyer des forces pour intercepter les navires entrant dans la région par le détroit de Malacca. Les îles artificielles et les bases militaires sur celles-ci pourraient également servir de forteresses dans la région qui agissent comme des défenses redoutables si la Chine se trouvait en désaccord avec une autre puissance. En plus des avantages économiques et militaires de contrôler la mer de Chine méridionale, il y a aussi ses propres ressources naturelles abondantes. Ces eaux sont remplies de nutriments grâce à l'upwelling, un processus où l'eau froide et riche en nutriments des profondeurs de l'océan remonte à la surface, et d'autres processus hydrologiques dans cette partie de l'océan. Des pays régionaux comme la République des Philippines, le Vietnam et la Malaisie dépendent fortement de ces eaux abondantes pour nourrir leur population. Sans surprise, la Chine obtient également d'énormes quantités de poissons de la mer de Chine méridionale. Beijing a utilisé ces îles artificielles là-bas comme un moyen d'étendre ses prétentions aux ressources de la région, y compris les territoires de pêche. Cela a conduit à un contre-coup international, car une grande partie de la mer de Chine méridionale est censée être considérée comme une zone de libre circulation, puisqu'un territoire national ne s'étend qu'à 12 000 nautiques de SS côte. La limite de 12 000 nautiques est basée sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui stipule que les eaux territoriales d'une nation peuvent s'étendre jusqu'à 12 000 nautiques de sa côte. Au-delà de cette limite, les eaux sont censées être considérées comme un territoire international, garantissant la liberté de navigation pour tous les pays. La mer de Chine méridionale regorge de thon, de maquereaux, d'anchois, de crevettes et d'autres espèces. Beijing sait que plus elle contrôle les stocks alimentaires de la région, plus elle a de pouvoir. En plus de cela, la Chine doit s'assurer que sa population énorme a également accès à la nourriture. On estime que la Chine consomme environ 65 millions de tonnes de fruits de mer par an. Pour mettre cela en perspective, les États-Unis consomment environ 7 millions de tonnes de fruits de mer par an, ce qui signifie que la Chine a besoin de presque 10 fois plus de fruits de mer. Les fruits de mer proviennent de partout dans le monde, mais la mer de Chine méridionale fournit une grande part de l'approvisionnement en fruits de mer du pays. En fait, on estime que 12% de tous les fruits de mer pêchés dans le monde proviennent de la mer de Chine méridionale. Et comme la Chine est le plus grand vendeur de poissons au monde, elle doit s'assurer qu'elle a toujours accès aux eaux de la mer de Chine méridionale. La Chine est responsable de près de 20% de la capture marine totale mondiale, ce qui est 3 fois plus que le pays le plus grand en matière de pêche qui la suit, la République d'Indonésie. L'industrie de la pêche en Chine a généré plus de 20 milliards de dollars en exportation. Il y a une décennie, tandis que le marché de la pêche au détail en Chine a atteint 75 milliards de dollars en 2021. Il convient de mentionner qu'aux taux actuels, les stocks de poissons pourraient s'épuiser d'ici la fin du siècle, rendant le contrôle de la mer de Chine méridionale un avantage de courte durée pour la production alimentaire. Mais il y a une ressource beaucoup plus lucrative sous les eaux de la mer de Chine méridionale, le pétrole. La Chine est le deuxième plus grand consommateur de pétrole sur la planète, juste après les États-Unis. Le pays utilise environ 14,3 millions de barils de pétrole par jour, et l'administration américaine de l'information sur l'énergie estime qu'il y a environ 11 milliards de barils de pétrole dans la mer de Chine méridionale, ainsi que 190 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Ces réserves de combustibles fossiles fourniraient non seulement un flux énergétique régulier à la Chine, mais aussi une exportation lucrative. Il y a de nombreux avantages à être la puissance dominante dans la mer de Chine méridionale. C'est pourquoi Beijing a construit des îles artificielles pour protéger ses intérêts et affirmer son contrôle, même si ce qu'ils font va à l'encontre des lois internationales. Mais ce que la Chine ne peut ignorer, c'est l'océan lui-même, et comme ils le découvrent. Maintenant, la mer de Chine méridionale ne facilite pas leur prise de contrôle de la région, car le climat, l'eau et la géologie de la zone ont tous commencé à jouer un rôle prépondérant dans l'enfoncement des îles que la Chine vient tout juste de terminer la construction. La mer de Chine méridionale elle-même a été créée il y a environ 60 millions d'années à la suite d'une activité tectonique, y compris le rift et la propagation des fonds marins. Elle couvre une superficie d'environ 1 423 000 miles carrés et a une profondeur moyenne de 3 976 pieds. La section la plus profonde est appelée le bassin de la mer de Chine et a une profondeur de 16 457 pieds. Ces profondeurs expliquent pourquoi la Chine n'a pas tenté d'y construire des îles. La logistique pure et les ressources nécessaires seraient astronomiques. Alors, où et comment la Chine a-t-elle établi ces îles artificielles ? La construction de telles masses terrestres n'est pas seulement un exploit d'ingénierie, mais aussi une activité ayant un impact écologique, et les méthodes employées par la Chine, comme nous allons le voir,
était particulièrement dommageable. Des habitats entiers ont été anéantis, la vie marine a péri et les répercussions sur l'écosystème régional pourraient perdurer pendant des générations. La première chose que la Chine a dû faire a été de décider de l'emplacement pour la construction de ces îles artificielles. Il devait être dans une zone relativement peu profonde avec accès à des ressources telles que les récifs, le sable et les roches. Il devait également prendre en compte l'importance stratégique et l'emplacement des ressources naturelles auxquelles il voulait accéder. C'est pourquoi il a été décidé de construire près des îles Spratly un vaste archipel de plus de 100 petites îles atolls et récifs qui se trouvent à environ 1000 km de la Chine continentale. Pour rassembler les ressources nécessaires à la construction de la base des îles, d'énormes flottes de navires de plus de 90 mètres de long ont dragué le fond marin. Les matériaux dragués ont ensuite été aspirés du fond marin, acheminés par des tuyaux et des flexibles, et déposés sur les sites choisis des îles. D'énormes monticules de sable grossier et de roches concassées constituaient la base des îles. Et une fois qu'ils étaient de la bonne taille, le gouvernement chinois a amené des navires de marchandises remplis de matériaux et d'équipements de construction pour construire les structures militaires sur les nouvelles masses terrestres formées. Au cours de ce processus, non seulement l'écosystème marin a été anéanti pour créer les nouveaux matériaux nécessaires à la création des îles, mais d'énormes panaches de déchets ont recouvert les récifs restants dans la zone, les étouffant à mort. Des milliards et des milliards de créatures aquatiques sont mortes à la suite du processus de construction des îles. Les entreprises de construction chinoises ont également dû effectuer ce que l'on appelle le bétonnage, qui n'a manifestement pas été fait correctement, car c'est maintenant l'un des facteurs clés qui provoque la désintégration des îles artificielles. Idéalement, une fois la fondation posée, des tiges auraient dû être enfoncées dans le fond marin pour soutenir les rochers de délimitation qui protégeraient l'île de l'érosion du vent et des vagues. Cela aurait aussi dû être renforcé par des murs de béton autour de l'île pour plus de protection. Il semble que ce processus a été réalisé sur certaines des îles artificielles, mais sur d'autres, il a été réalisé de manière imprudente, voire pas du tout, car les côtés des îles sont maintenant en train de s'effondrer dans la mer et la Chine doit maintenant se préoccuper de renforcer davantage leur structure si elle prévoit de maintenir les îles fonctionnelles pendant plus de quelques années. Mais une mauvaise planification de la construction n'est que la partie émergée de l'iceberg avec laquelle la Chine va devoir composer si elle veut maintenir ces îles artificielles hors de l'eau. Leur premier grand défi est quelque chose que même l'énorme quantité de richesse ou de main-d'œuvre de la Chine ne peut changer, et c'est le climat. On estime que la mer de Chine méridionale pourrait connaître jusqu'à 18 typhons par an, le changement climatique provoquant une augmentation de l'intensité et de la fréquence des tempêtes. Les typhons sont en fait le même phénomène naturel que les ouragans. La seule différence réside dans la localisation de la tempête, les ouragans se formant dans l'Atlantique et le Pacifique Nord-Est et les typhons dans le Pacifique Nord-Ouest. Les ouragans et les typhons sont tous deux des cyclones tropicaux, qui consistent en un système météorologique rotatif de basse pression qui a des orages soutenus mais pas de front. Pour être considéré comme un ouragan ou un typhon, la tempête doit avoir un vent de surface soutenu d'au moins 74 miles par heure. En raison de leur emplacement, les îles artificielles de la Chine vont sans aucun doute être frappées assez fréquemment par des tempêtes intenses qui apportent avec elles d'énormes vagues et des vents puissants. Ce qui signifie que l'érosion des côtés de l'île pourrait se produire assez rapidement. Les modèles météorologiques ont tendance à se déplacer d'est en ouest dans la région, ce qui signifie au moins que les îles sont quelque peu protégées par la République des Philippines. Même avec ce faible niveau de protection naturelle, cependant, il serait avantageux de construire des brise-lames solides et des structures durables à des fins préventives. Mais aucun niveau de protection n'aiderait si un super typhon balayerait la région, surtout que les îles étaient construites à la hâte et sans beaucoup d'attention aux détails. Et malheureusement, cela semble être exactement ce qui s'est passé dans la région, et les îles ont été construites à la hâte et sans beaucoup de contrôle de qualité. La mission de Beijing était de construire rapidement et économiquement des îles artificielles dans la mer de Chine méridionale. Pour ce faire, très peu de réglementation ou de surveillance ont été mises en place lors des phases de construction des îles elles-mêmes et des structures qui les surmontent. Le résultat d'un mauvais travail et de matériaux bon marché est que les îles artificielles commencent déjà à se désintégrer. Il ne s'est écoulé que 8 ans depuis l'achèvement de la plupart des îles, et le fait qu'elles commencent déjà à s'effriter n'augure rien de bon pour leur avenir à long terme. Il y avait des soucis importants dans le processus de construction. Le premier était que bien que les îles elles-mêmes aient été fabriquées à partir de sédiments dragués du fond de la mer, les structures de protection, telles que les murs de béton et de roches entourant les îles,
devaient être fabriquées à l'aide de matériaux importés. Pour réduire les coûts, il semble très probable que Beijing ait utilisé du béton et des matériaux de construction de faible qualité et pouvant être produits en masse à bas prix. Cela n'aurait peut-être pas été un si gros problème si les îles étaient juste au large du continent, mais la nature même d'une île en mer de Chine méridionale signifie qu'elle est isolée et constamment bombardée par les vagues et les tempêtes. Les matériaux de construction qui pourraient survivre pendant des décennies près du rivage ne dureront que quelques années au milieu de la mer, comme la Chine est en train de le découvrir. L'autre problème est que les îles artificielles ont été construites par des entreprises chinoises qui n'avaient aucune expérience dans le domaine de la construction d'îles. La Chine n'aime pas sous-traiter les projets de construction car c'est quelque chose dans lequel ils se spécialisent eux-mêmes. Cependant, il aurait probablement été bénéfique dans ce cas d'impliquer des entreprises extérieures ayant de l'expérience dans la création d'îles pour garantir que les masses terrestres artificielles construites résisteraient à une exposition prolongée aux éléments dans la mer de Chine méridionale. Cela n'a apparemment pas été le cas, et maintenant l'océan ronge à la fois les îles et les installations militaires qui se trouvent dessus. Malgré l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, l'embauche d'experts pour superviser la construction, un autre gros problème persiste. Avec l'augmentation des températures mondiales dues au changement climatique, le niveau de la mer monte également. C'est parce que la glace, la neige et les glaciers autour de la planète fondent et déversent de l'eau dans les océans. Et il semble certain que les niveaux de la mer vont continuer à augmenter dans les années à venir. C'est pourquoi les populations de nombreuses îles habitées à travers le monde élaborent des plans de contingence pour se préparer au pire des scénarios. La mer monte d'environ 0,33 centièmes de centimètre par an. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais avec le temps, la montée du niveau des océans provoquera d'énormes inondations sur toute la planète. Et cela inclut les îles artificielles que la Chine a construites. Pour les îles qui ne se trouvent qu'à quelques pieds au-dessus du niveau de la mer, les océans pourraient littéralement les engloutir d'ici la fin du siècle. Des prédictions antérieures des scientifiques suggéraient que si nous pouvions réduire la quantité de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère et ralentir le réchauffement de la planète, alors le niveau de la mer augmenterait d'environ 2 pieds d'ici 2021. Toutefois, la majorité des pays, incluant les États-Unis et la Chine, n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Cela signifie que le réchauffement climatique augmentera probablement à un rythme encore plus rapide, ce qui entraînera une élévation du niveau de la mer beaucoup plus rapide que prévu précédemment. Les estimations révisées placent maintenant la montée du niveau de la mer à environ 0,98 mètres d'ici la fin du 21e siècle. Ce qui signifie que des centaines d'îles à travers le globe seront sous l'eau. Des pays comme la République des Maldives disparaîtront entièrement et des villes proches de la côte comme New York connaîtront des inondations si intenses que les gens devront passer de l'utilisation des métros pour se déplacer à l'utilisation des bateaux. Et les îles artificielles de la Chine ne font pas exception. La montée des niveaux d'eau va continuer à dégrader l'intégrité de ces îles chaque année. Les littoraux en décomposition se dégraderont vite, compromettant l'intégrité des routes, pistes d'atterrissage et structures sur l'île. Alors que le gouvernement chinois s'efforce de résoudre ces problèmes, il devra investir davantage de ressources financières et de main-d'œuvre dans le projet. Il n'est pas hors de question que les défenses chinoises en mer de Chine méridionale soient détruites non pas par une nation étrangère, mais par Mère Nature elle-même. Mais Mère Nature n'a peut-être pas encore fini de se venger sur les îles, car l'agression et la soif de la Chine pour créer des îles artificielles afin de renforcer leur position en mer de Chine méridionale pourraient en fait conduire à leur chute, même avant que les mers ne montent pour les engloutir. Vous voyez, tous ces récifs, bancs de sable, mangroves et autres écosystèmes aquatiques naturels que la Chine a détruits lors de la construction des îles créent des barrières qui ralentissent le mouvement des vagues et protègent les rivages. En détruisant d'énormes quantités de récifs coralliens et en draguant les fonds marins autour des îles, la Chine a peut-être compromis les barrières naturelles qui auraient protégé leur base militaire des éléments. Des recherches montrent que les récifs coralliens peuvent atténuer significativement les inondations et l'érosion côtière. Ils peuvent diminuer l'énergie des vagues de 97% dans certains CA, ce qui est stupéfiant. Par conséquent, les récifs qui servent maintenant de fondation aux îles artificielles dans la mer de Chine méridionale auraient protégé la région contre les tempêtes et les vagues fortes. Ainsi, le processus de création d'îles de la Chine pourrait en fait être l'un des principaux contributeurs aux problèmes récents qu'ils ont rencontrés avec l'enfoncement de leurs îles artificielles. Mais tout n'est pas sombre et désespéré pour la Chine.
Il y a en fait des mesures qu'ils pourraient prendre pour atténuer l'enfoncement des îles. Mais avant d'aborder les solutions possibles, essayons de mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui et ce qui se trouve exactement sur les îles artificielles de la mer de Chine méridionale. En 1947, la Chine a fait sa première revendication officielle sur la mer de Chine méridionale à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide. À l'époque, la Chine était sous le règne du parti nationaliste Kuomintang, et ils ont avancé une revendication en introduisant la ligne des 11 traits, une ligne de démarcation sur une carte qui encerclait la majorité de la mer de Chine méridionale, suggérant que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette ligne était le territoire de la Chine. Cette ligne est essentiellement devenue une affirmation graphique de la revendication de la Chine sur presque toute la mer de Chine méridionale, couvrant une vaste étendue et de nombreux groupes d'îles. En conséquence de cette revendication, les îles Prata, le banc de Macclesfield, et les îles Paracel et Spratly étaient toutes considérées comme appartenant à la Chine. Cependant, en 1949, lorsque le leader communiste Mao Zedong est arrivé au pouvoir, d'énormes réformes ont été promulguées. En 1953, le Parti communiste chinois a révisé certaines de ses anciennes revendications et modifié la ligne de la carte pour n'avoir que 9 tirets, supprimant ainsi effectivement le golfe du Tonkin de la côte et du Vietnam de ses revendications territoriales. La nouvelle ligne à 9 tirets a établi un précédent historique que la Chine utilise aujourd'hui à Beijing pour justifier ses actions en mer de Chine méridionale. Pendant plusieurs décennies, les tensions entre le Vietnam et la Chine sont restées élevées alors que les deux parties se disputaient le territoire en mer de Chine méridionale. En 1988, la marine chinoise a coulé 3 navires vietnamiens, tuant 74 personnes. C'est à cette époque que la Chine est devenue plus assertive et dominante dans la région, et bientôt les deux parties ont commencé à occuper différents récifs en mer de Chine méridionale afin de surveiller les actions de l'autre. Puis en 1992, la Chine a adopté la loi sur la mer territoriale et la zone contiguë. Cette déclaration de la Chine stipulait qu'elle avait le droit de revendiquer l'intégralité de la mer de Chine méridionale comme son propre territoire, en raison du contrôle historique de la région par la dynastie Xia entre le 20 et 1e et le 16e siècle avant Jésus-Christ. C'est exact. Cela était basé sur des frontières qui avaient environ 4000 ans et était principalement fait pour empêcher les États-Unis et l'Union soviétique de passer un accord permettant la liberté de navigation pour les navires de guerre dans la région. En 2009, la Malaisie et le Vietnam ont déposé une soumission conjointe aux Nations Unies pour leur permettre d'accéder aux plateaux continentaux au-delà de leurs frontières côtières convenues. Cependant, la Chine a vu cela comme une tentative d'autres nations d'empiéter sur leur territoire dans la mer de Chine méridionale. C'est à ce moment-là que les États-Unis sont entrés dans la discussion et ont plaidé pour un accès ouvert au commun maritime de l'Asie. C'était l'une des dernières choses que la Chine voulait, alors qu'elle essayait désespérément de tenir les États-Unis et ses alliés à distance. En novembre 2013, le ministère de la Défense de la Chine a annoncé la zone d'identification de la défense aérienne de la mer de Chine orientale, qui exigeait que tous les aéronefs non commerciaux soumettent leur plan de volume avant d'entrer dans la zone. Cette zone n'incluait pas la mer de Chine méridionale, mais c'est parce que Beijing avait d'autres projets à l'époque. Le mois suivant, on a découvert que des navires chinois avaient commencé à draguer près des îles Spratly, où ils finiraient par construire leurs îles artificielles avec des bases militaires au-dessus au cours des 2 prochaines années. En octobre 2015, un navire de patrouille de la marine des États-Unis est passé à moins de 12 000 nautiques de l'une des îles sous le prétexte de la liberté de navigation. Après avoir recueilli plus d'informations, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Ash Carter, a exhorté Beijing à cesser ses projets de construction dans la région, exprimant sa préoccupation face à la militarisation de la mer de Chine méridionale. En 2016, des rapports ont révélé que Beijing avait déployé des missiles solaires sur l'île Woody, dans la chaîne des îles Paracel en mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont affirmé que cet acte a davantage militarisé la mer de Chine méridionale, mais Beijing a répondu que les missiles relevaient de leur droit de défense. Le 18 mai 2018, le premier bombardier chinois a atterri sur l'île Woody. Un Jiang 6 peut atteindre toute cible dans la mer de Chine méridionale, dont la République des Philippines, exacerbant encore plus les tensions régionales. Au cours des années suivantes, la Chine a continué à étendre sa présence militaire en mer de Chine méridionale, et aujourd'hui, il y a des équipements radars sophistiqués et de grands canons sur plusieurs des îles artificielles, ainsi que de longues pistes qui peuvent supporter un grand nombre d'avions. En octobre 2022, un photographe du nom d'Ezra Akayan
a réussi à obtenir une place à bord d'un volume qui a survolé les îles artificielles de la Chine, et il a pris un certain nombre de photos qui ont aidé les analystes à identifier ce que les Chinois avaient réellement construit. Il a été découvert que les îles avaient des emplacements de canons navals, de grands dômes radars et des installations de hangars qui pourraient abriter des avions. L'ampleur du développement de ces îles en si peu de temps a été à la fois alarmante et étonnante pour les observateurs. Cependant, cela donne du crédit à la théorie selon laquelle les défenses et la construction de l'île elle-même ont probablement été précipitées. C'est pourquoi elles commencent maintenant à perdre leur intégrité structurelle et à s'éroder. Cela dit, certaines des îles sont toujours bien préparées pour le conflit. Ils ont de longues pistes capables d'accueillir la plupart des types de transports, de chasseurs et de bombardiers. Il y a aussi un certain nombre de navires de la marine amarrés à l'île. Les plus notables sont les catamarans d'attaque rapide de classe Obey de type 022 qui peuvent transporter jusqu'à 8 missiles anti-navires subsoniques IJ-83. Les armes défendant l'île, y compris les systèmes d'armes rapprochés de type 730, 1130 et HPJ. Des canons de pompe polyvalents de 76 mm qui seraient capables de protéger les îles contre les avions volant à basse altitude, les missiles de croisière et les drones en CS d'attaque. Il semble donc que la Chine ait atteint son objectif de diffuser son influence et de renforcer ses défenses à travers la mer de Chine méridionale pour protéger ses intérêts et se préparer à toute opposition qu'elle pourrait rencontrer. Tous ces investissements militaires ne servent à rien si votre île s'engloutit dans la mer. Il existe des moyens d'empêcher les îles artificielles d'être submergées par la mer, mais cela coûterait beaucoup d'argent et de ressources. Mais il n'est pas clair si la Chine est prête à consacrer plus de temps, d'hommes et d'efforts à ces îles, ou si elle les utilisera simplement jusqu'à ce que les structures s'effondrent dans l'océan. Pour être juste, l'érosion des îles prendra du temps. Cependant, la menace combinée de tempêtes plus intenses dues au changement climatique, de la montée du niveau de la mer et des vagues constantes s'écrasant contre les rivages peut suffire à causer des dommages sérieux aux îles dans les années à venir. Il y a ensuite le fait que ce n'est qu'une question de temps avant que la mer de Chine méridionale ne subisse un autre super typhon. Le dernier super typhon, appelé typhon Haiyan ou super typhon Yolanda comme on l'appelle à la République des Philippines, a eu lieu entre le 3 novembre 2013 et le 11 novembre 2013, et c'était l'un des cyclones les plus intenses et puissants jamais enregistrés. Le typhon a causé 6352 victimes, laissant 1771 personnes disparues et a provoqué des dégâts d'un montant de 298 milliards de dollars. Haiyan avait des vents soutenus de 10 minutes mesurés à 145 miles par heure et des vents soutenus d'une minute de 195 miles par heure. Ces vitesses sont suffisantes pour renverser des arbres à elles seules et causer de sérieux dommages aux bâtiments. Et ce super typhon est passé juste à côté de la zone d'océan ouvert où la Chine a maintenant construit ses îles artificielles. Il n'est pas difficile d'imaginer un autre super typhon traversant la région, tandis que Beijing ne peut que regarder impuissante ces îles artificielles être détruites, effaçant les stations radars et les structures que la Chine vient tout juste de construire. Même avec les plans d'évacuation en place pour sauver la vie des personnes sur ces îles, avec des vents soutenus de plus de 100 miles par heure et des vagues frappant les îles avec la force d'un camion Mack, il y aurait très peu d'espoir que les actifs militaires de la Chine survivent indemnes. En fait, lors du super typhon Haiyan, il a été rapporté que 10 pouces de pluie sont tombés en moins de 12 heures. Il y a également eu des ondes de tempête où les vagues mesuraient de 16 à 20 pieds de haut. Et comme de nombreux récifs autour des îles artificielles de la Chine ont été détruits, les vagues d'un super typhon dans la région aujourd'hui pourraient finir par être encore plus grandes. À ce stade, il semble qu'il y ait très peu de choses que la Chine puisse faire concrètement pour améliorer sa situation. Et avec chaque année qui passe, les chances qu'une tempête puissante s'abatte sur les îles deviennent de plus en plus probables. C'est d'autant plus vrai que les phénomènes météorologiques se renforcent et se multiplient avec l'augmentation des températures mondiales. Il se peut que ce soit trop tard pour les îles artificielles de la Chine. Comme il ne semble pas y avoir de véritable effort pour réparer les morceaux de terre déjà en train de couler, il est peu probable qu'ils soient préparés à une tempête massive dans les années à venir. Cependant, jusqu'à ce que cela se produise, les bases militaires sur les îles semblent être opérationnelles, et la Chine a au moins atteint certains de ses objectifs à court terme.